Alors nous sommes le samedi 13 juin 2020, nous sommes à Toulon. J'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Bonjour Philippe Signorelli, je suis Arnaud Ruel et je suis à Toulon et je suis étiologue. Et vous nous appelez de Toulon, Montfaron, où se situe mon cabinet et mon lieu de recherche. Alors vous allez être l'invité à la fin du mois de juin, je crois que c'est le 29, par Dominique Blanc, par VAR Dialogue. Vous allez apprécier parce que je connais toute cette équipe et tout le public féminin que vous allez avoir. Vous faites donc l'objet d'une invitation. On a, nous, la curiosité de se contacter avant. D'autre part, hier, nous nous sommes téléphonés, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous écouter. C'est le moment de venir ce matin, de voir ce que vous faites. Quelle est votre activité en fait ? Alors, comme je viens de vous le dire, je suis étiologue, c'est un nom qui est pas très connu, c'est un travail de recherche, et l'étiologie, étios en grec, ça veut dire l'origine. Je suis un chercheur de l'origine, je suis un fouilleur, un fouineur pour comprendre l'origine des problèmes, l'origine des situations, ce qui amène les gens vers moi, ou quand ils sont adressés vers moi, la raison pour laquelle ils viennent me voir, me consulter, et j'essaye à partir de là d'établir une espèce de vision panoramique de ce qu'est leur existence, et de ce qui a pu impacter leur personnalité, ou la vie quotidienne avec les problèmes que chacun peut rencontrer dans son existence. Et Dominique Blanc, qui a eu la gentillesse de me faire signe pour m'inviter à cette réunion du 29 juin, qui est gérée sous sa présidence par VAR Dialogue, depuis des années elle me connaît et elle a sans doute été intéressée parce qu'en plus je m'intéresse de beaucoup aux femmes, considérant que la société, parmi ses piliers fondamentaux, la femme joue un rôle qui est fondamentale et essentielle. Elle a trouvé nécessaire et utile de m'inviter à parler avec toutes ces adhérentes de son association sur ce qu'est la vie, à quoi sert la vie, qu'est-ce que nous pouvons envisager, comment moi, un homme, je peux parler du statut de la femme dans le monde, puisque j'ai eu l'honneur de travailler dans le monde pratiquement entier, en tout cas dans des parties les plus sensibles du monde, dans des conditions parfois extrêmement difficiles, et donc j'ai une expérience qui me permet d'avoir un regard. Voilà. Et donc je suis toujours très sensible à ce que me propose Dominique parce que elle partage ces mêmes valeurs avec moi. En quoi consiste votre activité ? Mon activité, elle est le fruit d'un long parcours. Aujourd'hui, je suis à l'écoute des gens qui rencontrent des problèmes dans l'existence, que ce soit des problèmes, alors c'est pas des problèmes matériels, bien que ils sont obligatoirement impactants sur le plan psychique, psychologique. Je suis à l'écoute des gens pour essayer de déceler dans leur personnalité, dans leur existence, ce qui constitue le nœud gordien qu'il faut dénouer pour leur permettre d'avoir l'épanouissement et l'équilibre auquel chacun doit fixer l'objectif de son existence. Une existence réussie, c'est une existence qui est épanouie dans tous les problèmes, dans toutes les conditions de la vie, dans toute l'existence. Il faut essayer de trouver son propre trousseau et ses propres clés pour pouvoir manœuvrer à partir de ce qu'on a comme patrimoine et comme capital depuis avant sa naissance, car on a des impacts qui peuvent provenir de ses ancêtres, de ses antérieurs, et puis on a également tout ce qu'on a connu, rencontré pendant son existence, tout ce qu'on a vécu qui fait qu'on peut avoir des souffrances, des épreuves, des difficultés, des non-dits, et j'essaye d'éclairer à la lumière de mes outils et de mon expérience, de mon passé, j'essaye d'éclairer la situation de chacun de ceux que je rencontre. Alors moi je vois un terme, c'est peut-être, vous allez me dire le nom de la société, Mahakala, c'est bien ça ? Oui, Mahakala. Mahakala, c'est une déesse hindoue. N'importe qui pourra trouver des définitions sur Internet, mais je vais essayer de faire court parce qu'on pourra en parler pendant très très longtemps. Elle m'a beaucoup impressionné lors de mes séjours en Asie. Mahakala, c'est donc une déesse, c'est une femme, et c'est pas rien. De plus, elle a la faculté de s'asseoir sur ses ennemis ou ses détracteurs et d'essayer d'élever ceux qui sont en difficulté. C'est exactement le cœur de ma vie quotidienne professionnelle et même de ma vie quotidienne de façon courante. Mahakala est mon inspiratrice. Elle représente le nom de ma société qui distribue les activités que je propose parce que je ne fais pas que des consultations qui seraient orales. J'ai également été chercher aux quatre coins du monde des produits qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Vous avez peut-être entendu parler de l'herbe des rois, ça m'étonnerait. Du Palo Santo, ça m'étonnerait. Tout ceci, j'ai 300 ou 400 références de produits à ma disposition que je fais venir, que j'importe, que je fais produire parfois par des femmes justement dans des contrées lointaines, et avec ces produits ça me sert d'outil pour aider ceux qui viennent me consulter à avancer sur le cheminement d'une retrouvaille avec l'équilibre et avec l'harmonie. On parle de bien-être à ce moment-là ? Ah, c'est plus que
que ça, c'est une thérapie. C'est une thérapie, bien sûr, l'objectif c'est d'être bien et de se sentir bien et d'être en équilibre et en harmonie. J'aime beaucoup ces mots, ils sont très enracinants. D'être en équilibre, en harmonie avec ce qu'on doit faire et ce qu'on peut faire. Il s'agit d'aller au-delà du bien-être. Il faut trouver la thérapie et le soin et les moyens mécaniques et spirituels, moraux, mentaux et physiologiques. On touche les organes de façon à pouvoir se retrouver en bonne forme. Vous savez, quand vous avez un dérangement psychique ou psychologique, on va parler des femmes puisque je vais être dans une réunion avec des femmes, 90% de celles que je rencontre, et j'ai une grande expérience, ont des problèmes au niveau digestif, au niveau intestinal, parce que elles intériorisent les problèmes qu'elles ont dans la vie, et le deuxième cerveau qui constitue l'intestin, c'est-à-dire à partir de l'antre, à partir de l'estomac, mais surtout en dessous de l'estomac, eh bien, va fédérer, va concentrer les douleurs psychiques, psychologiques, mentales, morales et matérielles que la femme peut rencontrer ou que l'homme peut rencontrer, bien entendu. Alors, comment devient-on éthiologue ? Alors c'est le fruit d'un long parcours. Vous savez, quand vous avez été au Vietnam à la fin de la guerre d'Indochine et au début de la guerre du Vietnam avec les Américains, quand vous avez été rapatrié dans des conditions extrêmement difficiles, blessé en Thaïlande et que vous vous trouvez dans un pays dont vous ne connaissez rien, ni de la culture, ni du langage, quand vous faites un parcours au départ vétérinaire et ensuite vers la médecine humaine, vous rencontrez des gens, vous côtoyez des situations, quand vous faites la guerre du Rwanda dans des conditions extrêmement difficiles, quand vous faites une vingtaine de pays en Afrique où vous côtoyez des civilisations qui ont un certain éloignement avec la nôtre, qui sont beaucoup moins matérielles et beaucoup moins économiques que nous, qui sont beaucoup moins, on prétend avancer, ça reste à discuter, mais qui sont en tout cas plus évolués au niveau du confort, tout ceci vous fait réfléchir, tout ceci vous fait analyser. J'ai travaillé d'abord avec les bêtes et je me suis rendu compte, puisque j'étais vétérinaire, je me suis rendu compte que l'homme était d'abord et avant tout, et il l'oublie par orgueil, par fierté, par prétention, il l'oublie, mais c'est d'abord un animal. Et donc il faut comprendre l'animalité qu'il y a en nous, dans le sens noble du terme, et à partir de là, comprendre quelle est la filiation, à la fois génétique, mais aussi des problèmes, des difficultés, des épreuves, etc. Comment on génère soi-même ces mots qui peuvent s'écrire M-A-U-X et M-O-T-S. L'éthiologie, c'est donc la recherche de l'origine et de la cause, et c'est passionnant parce que vous essayez de toucher le cœur de l'homme. Vous voyez beaucoup de public, en fait. Je ne peux pas voir beaucoup de public. Je ne vois que des gens, je n'aime pas les curieux, parce qu'il n'y a pas de curiosité, moi je soigne. Ma passion c'est l'autre, c'est l'altruisme, et c'est l'autre. On vient me voir parce qu'on a quelque chose à régler. On a un réglage à faire. Et on vient pas me voir par curiosité, je m'en aperçois très vite et je dis stop. J'ai besoin de l'adhésion et de la confiance. Vous savez, confiance, ça vient du latin, cum fidere, avoir la foi avec. Il faut que j'ai la foi dans mon patient, dans mon client, mais il faut que lui aussi ait la foi en moi, parce qu'on ne va pas révéler le dessous des cartes de sa vie, les faces cachées, l'autre côté de la lune. On ne va pas le dévoiler et le mettre à plat dans une discussion si on n'a pas cette confiance. Donc moi, je ne cherche pas à faire du nombre, je cherche à faire de la qualité. Et donc, mon plus grand bonheur, c'est quand quelqu'un me dit « vous m'avez sorti d'affaires ». Et je ne veux plus vous voir parce que vous êtes presque un sorcier, vous avez réussi à trouver ce que personne n'avait su m'expliquer. Et là, c'est que j'ai fait droit dans le mille, c'est ma passion. Alors, comment se passe une consultation ? Une consultation, ça commence par une prise de rendez-vous. C'est pas forcément évident parce que j'ai un emploi du temps qui est très chargé. Je parcours le monde. Je travaille aussi bien à Montpellier, à Bordeaux, à Paris, à Strasbourg, à l'étranger, en Arabie Saoudite, en Afrique. Je retourne en Afrique où j'ai eu mes meilleures formations, où j'ai appris à l'école de la brousse ce qu'est la réalité de la vie. C'est d'abord prendre rendez-vous, c'est-à-dire faire un acte volontaire pour aller plus loin et pour avancer sur son cas particulier. Ensuite, quand ce rendez-vous est pris, eh bien, c'est une consultation à huis clos. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de téléphone, je suis totalement à l'écoute, totalement disponible et ça peut durer rarement 2 heures, plus souvent 3, 4 heures, des fois 5 heures. La conversation la plus longue, enfin l'auscultation si je puis dire, parce que c'en est vraiment une, la plus longue a duré 6 heures. Et c'est le prix à payer, serais-je tenté de dire, pour pouvoir
passer, bondir de nœud en nœud pour pouvoir défaire tout ce qui a pu perturber l'individu et tout ce qu'il a besoin d'avoir comme observation par quelqu'un qui est complètement tenu au secret professionnel et qui lui est totalement dédié pendant le temps voulu. Des fois, il m'est arrivé de traiter des cas qui ont nécessité plus d'1 an de travail. Est-ce que je peux vous citer un cas qui est celui qui parmi le plus violent que j'ai eu à traiter en Occident? Justement, oui. J'ai été amené à être sollicité pour une femme qui avait une 50aine d'années, qui à l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 11 ans a été sans arrêt violée par l'amant de sa mère ne pouvant rien dire parce qu'elle se faisait fracasser quand elle voulait s'opposer à quoi que ce soit. Et entre l'âge de 3 ans et l'âge de 11 ans, cet homme a assouvi tout ce que les instincts les plus bas avaient pu lui inspirer. J'ai eu ce cas particulièrement douloureux, particulièrement difficile à traiter. Et cette femme, nous avons travaillé 1 an ensemble, j'ai inventé la thérapie pour elle. J'ai inventé la solution pour elle. J'ai inventé la méthode pour elle, de façon à non pas à ce qu'elle éradique cette partie de sa vie, mais pour qu'elle en fasse une forme de richesse par l'expérimentation dont elle pouvait parler et dont elle pouvait vivre. Et donc elle a refait surface, elle a totalement changé à partir de là son mode de vie, parce que c'était une recluse de la société, même si elle avait un travail honorable, mais elle vivait dans l'obscurité totale, et elle a refait sa vie. Pour ceux qui m'ont accompagné, en particulier l'infirmière qui était avec moi, ça a été une véritable lumière et une véritable jouvence. Quand vous traitez des cas comme ça, justement, et que vous arrivez toujours au bout à justement améliorer les problèmes des gens? Je n'aurais pas cette prétention parce que dans la vie, d'abord on n'est pas seul, on est au moins 2 puisque je travaille en vis-à-vis avec une personne. On ne peut jamais garantir ce que la personne a vraiment au fond de l'âme et au fond de la volonté. Donc on a des gens qui viennent en disant pourquoi pas, je vais tenter ça, etc. Non, dans ces cas-là, le résultat est très superficiel et ça n'aboutit pas. Parce qu'ils viennent sur la pointe des pieds, à moitié en arrière, à moitié en avant. Non, il faut des gens qui, des fois, maturent leur rendez-vous. J'ai parlé du rendez-vous en disant que c'était une épreuve, c'est pas simplement sur le plan calendaire. C'est aussi parce que je vais me mettre à nu. Est-ce que j'ai envie de me mettre à nu? Moi, je sais pas moi, le praticien qui peut le dire. C'est l'intéressé qui doit le faire. C'est pas la même chose. Donc, je ne peux pas dire que j'ai eu 100% de succès. Par contre, les succès que j'ai eus, ils sont fulgurants au niveau des résultats. Ça, c'est évident. La méthode n'existe pas. Je ne veux même pas l'écrire. C'est quelque chose que j'ai appris avec des sorciers dans le fin fond de la brousse africaine. Ils n'ont pas de médicaments, ils n'ont pas de pharmacie, ils n'ont pas de médecin, et pourtant ils survivent dans des conditions où la plupart des Occidentaux seraient déjà morts. Donc il y a quelque chose à tirer de ça. J'ai tiré ça, et ça s'appelle l'étiologie. J'utilise aussi des instruments très très précis. J'utilise des techniques dites ancestrales, traditionnelles, comme par exemple les techniques qui s'approchent de l'acupuncture, la colorothérapie, les Égyptiens utilisaient la couleur et le soleil, etc. J'utilise la couleur pour pouvoir soigner, y compris des situations très graves, très difficiles, très complexes, où des grands chercheurs planchent à longueur d'année pour retrouver des médicaments, etc. Et moi, avec des méthodes ancestrales, avec des plantes, avec des minéraux, avec des instruments que nous avons fait breveter, qui pèsent 200 grammes et qui peuvent s'emporter partout dans le monde, qui marchent sans téléphone, sans électricité, sans eau, sans énergie, etc. On arrive à corriger des problèmes de rein ou de dos ou de colonne vertébrale, on arrive à améliorer des situations d'articulation ou de choses comme ça qui sont en difficulté. Donc il n'y a pas que le mental, il y a aussi le physique. Ah, là vous me titillez. Le physique est directement relié, mais directement avec une autoroute, au mental. Et le mental n'est rien du tout sans l'organique, sans le physique. Donc il y a là encore une autre autoroute qui peut fonctionner dans tous les sens, et sans l'un, l'autre ne fonctionne pas, et sans l'autre, l'un est inexistant. Et mes outils contribuent à faire des thérapies, des soins qui fonctionnent sur ces 2 critères fondamentaux qui constituent l'unité de l'homme, de l'individu homme. Alors comment se déroule une séance ? Alors une séance, donc après avoir pris le rendez-vous, donc vous êtes tout seul en face de moi, nous nous consacrons l'un et l'autre à l'un et à l'autre. Et tout passe par quelque chose qui paraît évident et simple à dire, mais qui est beaucoup plus complexe à réaliser, c'est l'écoute. Moi je vais être muni de 2 instruments, une feuille de papier blanche et un crayon. Et je donne à la personne qui me vient en consultation une feuille de papier blanche
et un crayon. Et à partir de cette virginité du papier blanc, nous essayons de faire la cartographie des points forts, des points faibles, des problèmes, des erreurs, des échecs, des réussites, des angoisses, des anxiétés, des chagrins qui ont jalonné la vie. La vie est faite de ça. Et elle nous construit avec ça. Elle nous construit à partir de tous ces méandres. Personne ne pense à regarder ces méandres. On se retourne un petit peu sur la tête par-dessus son épaule vers l'arrière, mais il faut aussi se projeter en même temps vers l'avant. Pourquoi ces méandres? Pourquoi cette existence passée? Pour aller où? On essaye de faire cette cartographie, j'aime bien ce mot, mais en 3 dimensions, pas simplement sur la feuille de papier à plat. On essaye de mettre du relief dans tout ça. On met des accentuations sur tel ou tel point. C'est pour ça que c'est très long, c'est compliqué, c'est très approfondi. Ensuite, mon métier, ma façon de travailler, c'est de créer des passerelles, des ponts entre tel point qui a été évoqué et tel autre qui est resté un petit peu sous-jacent et que je vais essayer de remettre en exergue pour vérifier s'il a eu un rôle ou si au contraire il n'a été que très partiel comme facteur déterminant de l'existence, etc. Vous voyez par exemple les enfants du divorce, les enfants, les gens qui ont divorcé, etc. Et il est important de voir quel impact, quelle situation ça a pu avoir, quelles conséquences ça a pu avoir, parce que à la fois il y a des éléments positifs et des éléments négatifs. Et il faut essayer de dimensionner, il faut essayer de mesurer tout cela et de voir dans l'existence de l'individu, donc de façon très personnalisée, que sont les conséquences de tout ça. Donc cette réunion, c'est un travail où on dessine ensemble cette cartographie, où moi je ne suis qu'un guide, qu'un support, une espèce de vecteur pour pas laisser une partie dans l'ombre et pour bien faire ressortir tout ce qui est important. Ensuite, on fait avec le patient, on fait une synthèse de ce qu'il y a eu comme problème et à partir de là, on voit quelle disposition il y a lieu de prendre. Ça peut être des compléments alimentaires, ça peut être un mode de vie, ça peut être une hygiène de vie. Il m'est arrivé de traiter des problèmes de surpoids, il m'arrive de traiter des problèmes avec des gens qui ont des difficultés au niveau sanguin, que ça peut être sur la circulation sanguine, ça peut être sur des problèmes qui touchent, je vous ai dit tout à l'heure, l'organe et le cerveau, les organes et le cerveau sont indissociables. On apporte des supports là où on s'est aperçu que la vie avait froissé tel ou tel fonctionnement organique pour ensuite se sentir mieux et ensuite avoir un cerveau qui est capable de reprendre la main sur votre existence pour vous permettre d'avoir une existence qui soit en conformité avec ce que vous avez à faire sur Terre. Car pour moi, aujourd'hui, avec l'âge et l'expérience que j'ai, toute personne a quelque chose de particulier à faire. Il ne faut pas se laisser conduire par la société. Il ne faut pas se laisser mener par le bout du nez, par une société qui exige de vous d'avoir une carte de sécurité sociale, une carte de métro, une carte bancaire, etc., un numéro de téléphone, voire même plusieurs, avoir un ordinateur, une tablette, un mobile, etc. Il ne faut pas se laisser guider. Ce sont que des manières, des instruments qui n'ont de sens que s'ils permettent d'améliorer votre existence, d'améliorer vos facultés et vos capacités. C'est ça qui fait ma motivation et ce qui fait le cœur de mon métier et en même temps ce qui me porte le plus dans ce que je fais tous les jours.